Bonjour tout le monde. Alors, on a déjà un petit 15 minutes de retard, mais il fait un temps splendide. Et comme on a eu un hiver exécrable, finalement, 15 minutes, il n'y a rien là et on va profiter de la journée quand même. Alors, on commence ce matin avec, c'est la thématique de la résolution de conflits. Geneviève Motard sera la modératrice et elle m'a dit qu'elle était très sévère avec le temps. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça. Moi, je tombe en vacances un petit peu ce matin. Alors, je laisse Mme Motard prendre la parole. Alors, bonjour à tous et toutes. Tout d'abord, je souhaiterais faire un correctif. On m'a demandé d'être très sévère avec le temps. Donc, ce matin, nous allons traiter du thème 3, donc le traitement des conflits. C'est ce qui va nous occuper là, pour l'ensemble de la matinée. Ce matin, donc de 9h15 jusqu'à 10h30, nous allons entendre plusieurs conférenciers. Donc, d'abord, Mylène Jacquot de l'Université de Montréal et Marie-Ève Sylvestre de l'Université d'Ottawa, qui vont nous parler de la politique atikamekw sur la violence familiale. Nous allons ensuite entendre Sergiu Michoiu de l'Université Babes-Bolien, qui va nous entretenir de l'étude sur la relation entre le droit coutumier rom et le droit. Et par la suite, nous allons entendre Adlai Friedland et Bonnie Léonard. Donc, Adlai Friedland, qui est de l'Université de l'Alberta, et Bonnie Léonard, qui est de l'Assemblée des Premières Nations, qui vont nous entretenir d'une réflexion sur, Reflections on a Decade of Collaborative Community-Led Research with Cree Laws. Par la suite, donc, nous allons avoir une période de questions d'une quinzaine de minutes, ce qui va nous amener à la pause café d'une quinzaine de minutes également. Donc, nous allons tout de suite débuter pour une vingtaine de minutes sans plus, et je serai très sévère sur le temps. Merci Geneviève, on a bien compris le message. Alors, bonjour à tous. On reprend ce matin avec l'équipe Atikamekw. Christian qui est avec nous en pensée. Et physiquement dans la salle également. Donc, on va reprendre avec la modélisation des interactions qu'on a présentées hier, parce que je pense que c'est utile aussi d'avoir ce cadre pour la seconde partie de nos travaux. Donc, ce modèle dominant en ce qui concerne les interactions entre le droit atikamekw et le droit étatique, qui est celui de la subordination, de l'imposition. Un modèle encore plus prononcé en matière pénale ou de résolution des conflits pour des raisons historiques et politiques, le droit pénal étant encore plus associé à la souveraineté de l'État, à l'expression ultime de la force par cet État, mais également à l'expression et à l'affirmation de valeurs fondamentales. Donc, le modèle qui prévaut en matière de gestion des conflits et en matière de violence familiale de façon générale, c'est celui de la subordination, tempéré par une série d'accommodements qui ont été consentis, négociés, obtenus à l'issue de luttes incessantes au fil des ans, le fruit d'un désir très clair de la part des Atikamekw vers l'autonomisation, autonomisation qui est, dans ce secteur-là, souvent reléguée au dernier rang. Et donc, on va traiter de ça. Ce qu'on vous propose ce matin, donc, dans un premier temps, je vais vous parler, dans ce cadre de la subordination du droit atikamekw au droit étatique, je vais vous parler de l'échec de la politique d'accommodement et comment, en vous donnant quelques exemples de comment cet échec s'exprime. Et on va poursuivre en deuxième partie avec les efforts d'autonomisation par le biais de la définition de la politique sur la violence familiale. Mylène, donc, va prendre le relais par la suite. Donc, je débute avec l'échec du modèle d'accommodement. Les acteurs étatiques ont, au fil des ans, consenti des accommodements. Il faut le dire, surtout en matière, pas structurelle justement, mais en matière culturelle. Si on reprend les 3 niveaux qu'on a exposés hier, là, c'est-à-dire les niveaux normatifs, structurels et culturels, ces accommodements sont surtout de nature culturelle, mais dans certains cas peuvent également impliquer une délégation à des structures atikamekw.
Donc, on voit que ces accommodements, en fait, les constats que l'on fait, puis on n'est pas les seuls à le faire, les commissions d'enquête multiples au cours des derniers 50 ans au Canada et au Québec ont constaté que ces accommodements ont donné très peu de résultats et que le système pénal est toujours perçu comme un système imposé, illégitime et aussi très inefficace dans la gestion des problèmes sociaux et en particulier en matière de violence familiale et la protection des femmes et des enfants. Donc, parmi ces accommodements, permettez-moi d'insister sur deux qui illustrent bien cet échec. Donc, d'abord, le programme de mesures de rechange et ensuite les rapports Gladue et l'article 718.2e du Code criminel qui exige que les juges tiennent compte du contexte autochtone lorsqu'ils prennent des décisions en matière de détermination de la peine ou encore dans toute décision qui implique la liberté d'une personne autochtone. Donc, au niveau des programmes de mesures de rechange, l'article 717 du Code criminel du Canada permet aux directeurs des poursuites criminelles et pénales de recourir à des mesures de rechange plutôt qu'au processus judiciaire traditionnel. Et même si cet article-là ne mentionne pas les systèmes juridiques autochtones, on a clairement ici une zone de contact, au sens où l'entend Boaventura de Souza Santos, une zone d'internormativité possible. Il y a un premier programme de mesures de rechange qui a été adopté en 2001 par le ministère de la Justice du Québec, qui avait été à l'époque négocié avec une communauté Mohawk, la communauté d'Akwesasne, sans consultation élargie des Premières Nations. Donc, plusieurs nations ont refusé d'y adhérer au motif que ce protocole ou ce programme de mesures de rechange ne répondait pas aux vrais problèmes des communautés, et en particulier en matière de violence conjugale. Et c'était le cas des Atikamekw qui ont refusé d'y adhérer. À la suite, pendant donc 14 ans, il y a eu énormément de pression, notamment sous le leadership des communautés Atikamekw pour inclure la violence familiale dans le programme de mesures de rechange. Et en 2015, on a révisé ce programme pour inclure certaines infractions liées ou commises, disons, dans un contexte de violence familiale. Ce qu'on constate, cependant, c'est que ce programme-là, même dans sa forme révisée, est largement insuffisant et qu'il demeure sous le contrôle extrêmement étroit et serré de l'État. Et je peux vous donner des faits qui appuient ça. Donc, d'abord, il faut comprendre que c'est un programme, non pas de non-judiciarisation ou un programme alternatif, mais il s'agit bel et bien d'un programme dans lequel on dépose des accusations criminelles qui seront suspendues le temps de procéder à des mesures de rechange, ce qui fait que tout le processus se déroule un peu sous la menace, disons, avec l'épée de Damoclès, qu'essentiellement, on peut revenir à la charge avec ces accusations. Ensuite, c'est le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui décide des dossiers qui seront transmis au comité de justice des communautés, et c'est lui, ultimement, qui décide si les mesures proposées et effectuées par les communautés sont jugées satisfaisantes. C'est aussi le DPCP et le ministère de la Justice qui ont négocié la composition des membres du comité de justice qui va gérer le programme, et le protocole d'entente a des critères extrêmement serrés qui exigent des preuves considérables au niveau des fonctionnements de comité de justice avant de pouvoir obtenir l'autorisation d'opérer. Au Québec, présentement, il y a seulement les communautés de Manawan et Weman-Tachi chez les Atikamekw qui ont signé ce protocole d'entente-là, et à ce jour, il y a une douzaine de cas là, qui ont été soumis au comité, mais somme toute largement marginal par rapport donc à l'ensemble des mesures possibles et en demeurant toujours sous le joug très fort de l'État. La deuxième mesure, ce sont les rapports Gladue, ces rapports qui sont rédigés sous l'égide de l'article 718.2e du Code criminel qui, comme je disais, exige que les juges tiennent compte du contexte autochtone lors de toute décision prise sur la remise en liberté d'une personne autochtone et lors de la détermination de la peine. Cet article-là est aussi une porte ouverte à l'internormativité puisque on permet de tenir compte, ou en fait on exige de tenir compte des procédures et des sanctions
qui sont appropriés à l'héritage autochtone de la personne qui est devant nous. Donc là, on a vraiment une belle zone de contact possible, mais on constate que ces rapports GLADU et cet article 718.2e est aussi un échec lamentable. Donc, par exemple, au Québec, c'est largement sous-utilisé. On parle d'une centaine de rapports GLADU tout juste qui sont rédigés chaque année. Ils sont rédigés la plupart du temps pour des infractions plutôt graves pour lesquelles les personnes vont être incarcérées pendant de longues périodes, ce qui laisse échapper un très, très grand nombre là, de cas mineurs. En fait, la grande majorité des cas ne sont pas traités avec des rapports GLADU. Ils souffrent également de sous-financement chronique. Les comités de justice sont absolument pas équipés pour produire et répondre à la demande. Et surtout, ce qu'on a constaté dans nos études et aussi chez les Atikamekw, c'est que ces procédures et ces sanctions appropriées n'apparaissent pas beaucoup, ou disons rarement, dans les rapports GLADU. Donc, on ne réussit pas à mettre de l'avant ces procédures alternatives. Et finalement, ces rapports-là n'ont souvent pas l'impact souhaité. Donc, devant la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, par exemple, au Québec, les acteurs judiciaires ont déploré le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de rapports GLADU, qu'ils n'étaient pas équipés pour prendre ces décisions-là, et les communautés ont déploré le fait que lorsque des rapports GLADU étaient faits, bien, les recommandations formulées n'étaient souvent pas suivies. Donc, de l'aveu du ministère de la Justice du Québec, en matière d'accommodement, ils ont favorisé la stratégie des petits pas, quitte à ne pas nécessairement répondre aux besoins. Alors, comme Marie-Ève le mentionnait, puis en lien avec la présentation d'hier, en fait, c'est vrai qu'on a pu identifier très clairement au cours de ce projet de recherche une forte volonté de la part des Atikamekw à s'autonomiser, en fait, et à gagner de l'autonomie dans la prise en charge de tout ce qu'on pourrait appeler les situations de violence en matière familiale. Et ça a fait en sorte que l'équipe de recherche a travaillé donc à l'élaboration d'une politique en matière de violence familiale, à laquelle d'ailleurs Eva Ottawa a participé, là je tiens à le souligner au passage. Et c'est peut-être important de souligner que cette politique en matière de violence familiale, on voit, comme il a été présenté hier, que c'est vraiment une stratégie de la part des Atikamekw qui commence souvent comme le SIA présenté hier par Anne Fournier. Le point de départ a été vraiment la politique sociale atikamekw, et on voit que la démarche est similaire. C'est que là, la nation atikamekw a choisi d'élaborer une politique en matière de violence familiale pour, on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. Et puis, je mentionnerai aussi que cette politique, elle est vraiment donc en prolongement de cette politique sociale atikamekw, et qu'elle confirme un peu des conceptions atikamekw sur toutes ces façons de prendre en charge des situations problématiques. C'est que la politique en matière de violence familiale n'est pas du tout séparée du reste, et que ça illustre les conceptions autochtones où tout est interconnecté et non séparé. Donc, c'est sûr que nous, on a une tendance, dans notre conception occidentale, à faire une séparation qui est somme toute assez arbitraire entre ce qui est de l'ordre de la violence familiale ou de la protection de la jeunesse, mais on sent une volonté de la part de la nation atikamekw de considérer tout ça comme un tout et en interconnexion. Alors, le but de la politique, je te laisse ça parce que vaut mieux que je ne touche pas, vaut mieux. Voilà, ça marche. Alors, très rapidement, donc on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas insister beaucoup sur la présentation de cette politique. Je vais juste vous la présenter assez rapidement pour ensuite faire une conclusion. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vraiment, le but de la politique s'inscrit vraiment dans les conceptions autochtones où il est question donc de promouvoir l'équilibre, l'harmonie. On est vraiment dans cette idée, non pas de concevoir tout ça comme une transgression, un ordre normatif
la violence familiale n'est pas une transgression. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de rétablir cette harmonie et cet équilibre et de développer donc cette guérison individuelle, familiale et communautaire. Alors, les principes qui sont inhérents à cette politique sont les suivants. Donc, vous voyez, c'est vraiment la question du rééquilibre, la prévention, la protection. Donc, on voit tous ces principes et ces valeurs, la responsabilisation, la réparation, la réconciliation, la participation de toutes les personnes qui sont concernées par ces situations-là, le principe du consensus, de vouloir intervenir mais à un triple niveau, individuel, collectif, intersectoriel, évidemment en langue atikamekw et aussi sur le territoire. Donc voilà, ça a été les principes que nous avons tous ensemble conçus. Et à partir de là, nous avons travaillé un fonctionnement qu'on vous présente ici, et c'est là que je vais l'illustrer, mais je ne vais pas insister parce que faute de temps. Mais voilà, en gros, le fonctionnement qui est proposé, c'est que les Atikamekw souhaitent vraiment travailler en amont avec des activités de prévention. On donne quelques exemples. Hein. C'est à la fois des activités traditionnelles, culturelles, l'éducation, la sensibilisation, bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et ces activités de prévention agirait en fait sur ces situations de violence familiale et conjugale, mais aussi à partir de ces situations-là, il y aurait une possibilité de signaler et de faire appel à un cercle d'aidants. Donc, vous voyez, c'est les mêmes instances qui ont été mentionnées hier matin, mais aussi de façon réciproque d'une certaine façon. Le cercle d'aidants souhaite aussi non seulement être dans une optique un peu réactive, mais aussi proactive d'aller à la rencontre de familles et de personnes qui se retrouvent dans une certaine vulnérabilité, donc ce qu'on appelle en bon français le outreach. Ensuite, il y a comme un certain niveau, c'est que si ces situations-là ne peuvent pas être prises en charge, disons, à ce niveau-là, il serait question de mettre en place une police atikamekw mixte avec des policiers, des travailleurs sociaux qui travailleraient étroitement avec le cercle d'aidants. Et avec un autre niveau de possibilité, c'est d'en référer, de travailler avec le projet de justice communautaire et toute autre structure selon les communautés, parce que le PJCA n'est pas dans toutes les communautés atikamekw. Et ensuite, s'il n'y a pas d'autres possibilités de résolution à ce niveau-là, eh bien, on s'en irait donc plus à l'étape du système, mais avec quand même une possibilité via le procureur qu'il y ait là la mobilisation du Conseil des sages. Donc là, il y a encore une possibilité de mobiliser une structure atikamekw et en terminant, lorsque tout cela n'a pas été possible, de cette fois orienter au tribunal, et on espère quand même, malgré l'échec, d'avoir recours au GLADU d'une autre façon. Donc voilà, présenté brièvement. Alors, puisque j'ai très peu de temps et que j'ai très, très peur de Geneviève, je vais conclure rapidement. Pour dire juste quelques petites idées en vrac comme ça, c'est que c'est vrai que notre projet, au cours de ces 5 années, a bien fait ressortir les résistances, les revendications de la nation atikamekw pour faire reconnaître et rendre vraiment légitime la prise en charge de la violence familiale et les situations de protection de la jeunesse. Et c'est vrai qu'il y a eu des anthropologues du droit qui ont souvent identifié ces résistances et ces revendications comme étant un repère de l'existence d'ordre juridique. Je pense notamment à Norbert Rouland dans ses travaux. Il identifie la résistance comme un repérage de systèmes de droit autochtones. Et je veux juste mentionner, moi, que cette logique de repérage de la survivance des systèmes juridiques autochtones, à mon avis, à notre avis, ça peut constituer un piège ou quelque chose d'un peu toxique, d'être en quête toujours d'une
d'une survivance de quelque chose. Et à partir de cette survivance, on construit à ce moment-là la légitimité des systèmes autochtones. C'est vrai, là, je vais enchaîner sur cette idée-là pour dire que cette logique de repérage, elle peut constituer un piège. C'est que pour nous, le droit atikamekw, c'est vrai qu'on le voit, il est en processus vraiment de formalisation, de reconnaissance, dans les deux secteurs d'ailleurs, entre guillemets, secteurs étudiés, donc familial, jeunesse, etc. Mais on a constaté que ce n'était pas seulement un droit à faire renaître d'un passé lointain. Donc, à mon avis, il faut aussi sortir de cette logique du repérage de la survivance. Donc, c'est un peu l'idée, j'ai 2 minutes, de ce repérage du droit en amont. À notre avis, en fait, on a constaté à travers notre recherche que les fondements de cette reconstruction des ordres juridiques ou des systèmes de justice, oui, peuvent puiser des sources vers le passé, donc en amont, mais on a constaté aussi que cette reconstruction du droit, elle est aussi le produit d'une histoire coloniale et de ses conséquences, et dans ce sens-là que la légitimité d'un droit autochtone, elle peut aussi reposer sur ce qui est contemporain et ce besoin de réparer le passé. Alors, c'est un peu ça la conclusion vers laquelle on voulait en venir, c'est de se dire que peut-être des fois, il faut sortir de cette logique du repérage de la survivance, parce qu'il y a encore cette idée que la légitimité se construit sur cette survivance du droit. Alors, c'est vrai que nous, de toute façon, on a pu le confirmer qu'il y a une survivance du droit, mais nous, on ajoute en conclusion de ces travaux-là qu'il faut aussi construire une légitimité sur l'aspect contemporain comme droit atikamekw qui est à valoriser, à reconstruire parce qu'il y a des choses à réparer. Donc voilà en conclusion ce qu'on voulait vous mentionner. Vous m'entendez? Oui. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais bien commencer par remercier Ghislain Otis et Claudette Doucet et l'ensemble de l'équipe d'ici d'avoir organisé ce colloque et de nous avoir impliqués dans le cadre de ce projet, nous, l'équipe de Cluj. Est-ce que vous pouvez me passer la télécommande? Oui. Je ne le ferai pas pour toi. Est-ce que vous pouvez mettre mon PowerPoint aussi? Voilà, donc d'ici le moment où ça s'ouvre, j'aimerais bien aussi mentionner que cette recherche est une recherche assez bien intégrée. Vous avez eu hier droit à des explications très compétentes de la part de mes collègues sur ce qui se passe au niveau des mariages, notamment dans le secteur qui peut être qualifié d'être le secteur civil des relations entre le droit coutumier rome et le droit étatique. Et puis, justement, aujourd'hui, on se penchera sur l'autre côté, plutôt sur ce qu'on peut qualifier d'être le côté pénal de ces aspects de droit. Donc, comme problématique, on a une thèse dominante, la thèse selon laquelle le droit coutumier rome et le droit étatique sont totalement incompatibles et finalement, ils évoluent sur deux plans différents. Mais nous avons constaté tout au long de ce projet, depuis une bonne période de temps, qu'il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup de lieux de rencontre. Et donc la question est dorénavant de comprendre quels sont les processus à travers lesquels on peut arriver à une sorte d'harmonisation, ne serait-elle qu'implicite, de ces deux systèmes de droit. Et je tenterai une réponse à travers une étude de cas que je vous présenterai ici, un conflit entre deux familles roms du sud-est de la Roumanie.
afin d'analyser un peu le fonctionnement des institutions communautaires et étatiques et des rapports complexes qui s'établissent entre ces deux-là. Donc, la structure de ma présentation est celle-ci. D'abord, quelques éléments pour déstabiliser la thèse de l'incompatibilité et de la non-coplanarité des systèmes coutumiers roms et étatiques roumains. Puis une brève présentation de la communauté étudiée et de l'étude de cas. Et finalement, quelques conclusions concernant la manière dont les deux systèmes de justice évoluent en parallèle, mais parfois aussi en s'harmonisant d'une manière plutôt implicite. Voilà, donc la thèse dominante est cette incompatibilité, cette non-coplanarité. Et si on prend les critères comme l'origine, l'échelle, la fonction et le principe de fonctionnement des deux systèmes de droit, on arrive à la première vue à la conclusion que les deux droits sont complètement différents, voire incompatibles. Justement, par l'origine, les traditions culturelles et la résistance sous l'esclavage ont fait le droit coutumier rome, alors que le droit étatique roumain est construit par l'importation massive des normes des systèmes juridiques occidentaux, dont le système français. L'échelle est très locale, très communautaire au niveau du droit communautaire rome, alors que l'espace national est unitairement régi par le droit étatique roumain. La fonction principale du droit coutumier rome est de rétablir l'harmonie au sein de la communauté, alors que la fonction principale du droit étatique est sans doute celle de faire obéir les lois aux citoyens. Et puis, sans doute, sur la base des principes, on peut dire qu'il y a du particularisme communautaire dans le cas des Roms. Tout cela se base sur la sagesse des juges ou des krisnitors, une sagesse atemporelle et non pas professionnalisée, et la spécificité, l'adaptation permanente des solutions, alors que, sans doute, dans le droit étatique, on a les normes classiques de neutralité, de spécialisation, professionnalisation des juges, et une adéquation par rapport, non pas seulement la situation concrète, mais aussi la loi en général et la pratique juridique. Tout cela peut être remis en question, parce que, sans doute, l'origine est différente, mais les normes, on l'oublie assez souvent, reflètent des valeurs culturelles, y compris dans le cas des États qui sont bâtis sur la base des valeurs culturelles sous-jacentes à ces États-là. Et donc, même quand on fait du copier-coller ou de l'adaptation par rapport au système juridique national, cela se fait en fonction des valeurs culturelles respectives. Le système juridique s'occupe sans doute, dans tous les cas de figure, que ce soit une communauté plus ou moins vaguement définie, ou l'espace de l'État-nation très, très hermétiquement clos d'une population bien définie. Et dans le cas du droit coutumier rome, on a quand même cette juridiction, et il y a rarement de conflit de juridiction entre les tribunaux roms, ce qui montre que le principe de fonctionnement est quand même à peu près le même. Finalement, on oublie aussi le fait qu'obéir aux normes et mettre en place, appliquer la loi de la République ou de l'État respectif signifie finalement garantir la cohésion sociale, parce que la fonction du droit est une fonction d'abord sociale, garder la société ensemble, garder la cohérence de la société et bien sûr l'améliorer, œuvrer à son développement et notamment à la paix sociale, à sa réconciliation. Donc finalement, le droit coutumier rome ne serait-il pas très en divorce avec le droit étatique? Et finalement, on oublie que jurisprudence veut dire une tradition du droit, une série de normes qui ont été appliquées et réappliquées, ce qui est finalement la tradition du droit coutumier rome, qui se base aussi sur ce que les ancêtres ont fait à travers le temps. Donc, à un accord plus fin, on constate que ces deux systèmes-là ne seraient-ils pas si incompatibles que cela.
Et maintenant, je passe à mon étude de cas. Donc, vous avez ici la Roumanie avec tous les cas qu'on a étudiés. On reviendra demain lors de la présentation des rapports. Mon étude de cas est dans la ville de Tsăndărei, que vous voyez encerclée au sud-est de la Roumanie, entre Bucarest et le bord de la mer Noire Constanța. Quelques éléments concernant les communautés roms de Tsăndărei, je fais très, très vite. Il y a deux communautés historiquement rivales, les Caldarars et les Rudars. Les Caldarars qui sont au nord de la ville et les Rudars qui sont à l'est de la ville ont des origines différentes. Ces deux vagues historiques d'immigration Rome dans la région différente. Les Caldarars sont des orfèvres venus essentiellement du Cachemire en Inde et ont été rapidement asservis aux boyards. Donc ils ont été serfs sous les boyards jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors que les Rudars, dont le nom signifie apparenté dans les langues slaves, qui sont traités par nombre de Roms comme n'étant pas vraiment des Roms à 100%, sont venus plus tard du Pendjab, ont subi des processus d'hybridation avec d'autres types de populations dans leur parcours vers l'Europe de l'Est et ont hérité d'un système de servitude monastique. Donc, ils ont été serfs auprès des monastères jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1862. Donc ces différences historiques se sont ajoutées à une sorte d'endogamie assez importante des deux communautés, mariage uniquement à l'intérieur de la communauté, ce qui a permis aux deux communautés d'être assez séparées. Après 1989 notamment, donc avec l'ouverture des pays de l'Est, de plus en plus on a constaté des conflits sur nombre de choses, dont les habitations, les animaux, les zones d'exclusivité, y compris les zones d'exclusivité dans la mendicité, et tout cela est exporté non pas seulement à l'intérieur de la ville, mais à Bucarest où les clans roms opèrent assez fréquemment, mais aussi à Paris, à Londres, et ainsi de suite. Donc on a des incidents, par exemple, à Londres, entre les deux grandes familles roms de la région. Dans les années 2000, ces conflits s'amplifient et il y a des tentatives échouées d'intervention des autorités qui commencent à considérer ces deux quartiers-là et plus généralement la moitié au moins de la ville de Tsăndărei comme étant une sorte de lieu d'anomie urbaine, si vous voulez, où la police n'a pas grand-chose à faire et les affaires se règlent à l'intérieur de ces deux communautés. Il y a, après un moment de violence assez intense, une volonté de réconciliation entre les deux communautés. Des conciliations qui se passent au niveau des leaders traditionnels de la communauté, les Boulibachas, mais aussi les stabors, c'est-à-dire les tribunaux des deux communautés. Et il y a la première et unique à mon su constitution d'un stabor mixte, c'est-à-dire d'un tribunal mixte des deux communautés, des Caldarars et des Rudars, qui sont en rivalité historique depuis des siècles, justement parce qu'ils ont ressenti au niveau local le besoin de trancher les affaires d'une manière que les affaires restent à l'intérieur de la communauté. Après ce moment, en 2006, il y a l'affaire Roméo et Juliette, qu'on appelait Roméo et Juliette. Il s'agit d'une affaire assez banale au début, une jeune fille rudar qui est kidnappée par les Caldarars. La particularité est que la fille est majeure, elle a 19 ans, puisqu'elle a été déjà promise une fois et le fiancé a quitté le pays, s'est enfui et l'a abandonné. Et donc la famille des Caldarars fait l'opération de kidnapping de la jeune fille. Le mariage est considéré par les Roms comme étant un mariage forcé, mais aux yeux des autorités, la jeune fille est majeure, donc le mariage peut se consommer et elle a toutes ses responsabilités théoriquement d'accepter le mariage.
Il y a des bagarres entre les deux familles qui se terminent d'une manière assez tragique par la mutilation du fiancé, de Roméo. On ne donne pas les noms pour des raisons très simples. Donc il a son visage brûlé. Il y a eu une tentative de castration, donc une opération vraiment très douloureuse, très violente. La fille est ramenée de force par sa famille d'origine à domicile. Et puis il y a une poursuite modérée des hostilités puisque les Roudards ont perdu la première confrontation avec les Caldarars. Et maintenant, voyons les deux justices mises à l'œuvre. Vous avez en rouge la justice étatique, en vert la justice coutumière. Donc, dans un premier temps, comme il y a une affaire de violence avec une bagarre et une victime, la police autosaisie démarre une enquête, mais se heurte à l'omerta, la loi du silence total des deux côtés, y compris de la victime elle-même et de la famille de la victime, qui ne veut rien dire à la police. Il n'y a pas de plainte, il n'y a que des rapports qui sont faits par des voisins ou des gens qui ont observé un peu ce qui s'est passé, mais on ne peut pas avancer puisqu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas vraiment de témoins directs, crédibles sur la situation. L'enquête arrive à une étape de stagnation. De l'autre côté, le tribunal Rome, le Stabor, s'autosaisit et lui, par contre, a tous les éléments, puisqu'il y a les gens qui font des témoignages, qui racontent les histoires, et donc il avance, il y a des procédures contradictoires devant ce tribunal, et même une décision provisoire qui est assez peu inspirée. Le tribunal, le Stabor Rome, décide d'œuvrer à la réconciliation immédiate. Il demande des excuses réciproques des deux familles. Les deux familles doivent payer des frais au Stabor, des frais de fonctionnement qui sont assez conséquents. Et ils proclament l'obligation de la réconciliation. Donc il y a une sorte de décision rabbinique comme ça, chacun a raison de sa manière, ce qui rend la famille de la victime, donc celle de Roméo, très mécontente, puisqu'il y a une victime, il y a une personne qui est mutilée, et puis on n'a pas fait justice à leur avis. Et donc, ils franchissent le Rubicon. Ils dénoncent devant la justice étatique, et ils vont servir maintenant la justice étatique. Donc, ils vont au tribunal, ils témoignent de l'ensemble de l'incident, ils donnent des noms, des adresses, ils donnent au procureur tous les éléments dont ils auraient besoin pour juger sur l'affaire. Par conséquent, la justice étatique se met finalement maintenant en mouvement. Il y a des convocations, il y a de la mise en examen de 2 suspects qui sont libérés sous caution, finalement, pour tentative de meurtre et violence aggravée. Donc, il paraît que cette deuxième temps est un temps favorable à la justice étatique. Mais il y a le troisième temps. En saisissant tout cela, le Stabor s'autosaisit de nouveau pour dire stop, nous on a perdu la mainmise sur le procès, et ce qui est très dangereux, c'est que la justice étatique va maintenant s'intéresser à tout ce que nous faisons ici à Tsundere de deux côtés. Donc ils vont nous raser plus ou moins, et donc ils font rapidement une nouvelle procédure rapide, un nouvel arrêt qui est favorable cette fois-ci à la victime. Donc ça ressemble plutôt à ce que la justice étatique aurait fait d'une certaine façon. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de peine autre que des dédommagements à payer. Et puis l'exclusion pour 2 ans des 2 perpétreurs de la violence directement sur la victime, de la communauté. Puis un accord généralisé autour de cet arrêt. C'est-à-dire, et la famille de la victime et la famille des perpétreurs sont plus ou moins d'accord que c'est la chose à faire pour garder la cohésion de la communauté. Sur le plan de la justice étatique, il y a un retrait des plaintes, omerta de nouveau, il n'y a plus personne qui veut témoigner, la victime retire sa plainte, il ne se présente pas aux tribunaux, et donc cela se termine pour la justice étatique assez péniblement en 2010 par un non-lieu, parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire, comme on n'a plus de preuves et plus de témoins.
Il y a un dernier rebondissement, un tout dernier rebondissement, un quatrième temps, les deux bannis qui reviennent après l'exclusion et qui veulent maintenant ressaisir le Stabor, mais pour une autre affaire, pour la dénonciation d'atteinte à la virginité de la jeune fille. Voilà. Et le Stabor se réunit. Il y a apparemment une discussion très intéressante, à en croire ceux qui ont été présents. Très intéressant, puisqu'ils pèsent un peu la situation. Ils se disent, non, on ne va plus ouvrir l'affaire, on a peur de l'intervention de l'État, on a déjà trop attiré l'attention sur cette affaire qui est dommageable à nos communautés, et Rudar et Caldara, et donc on va dire niet aux deux plaintifs qu'ils se réintègrent à leur manière dans la communauté s'ils le veulent, mais cela se termine plutôt ici. Et donc, il y a des articulations sans doute entre la justice coutumière et la justice étatique. On observe une dépendance de la justice étatique des évolutions de la justice coutumière. Dès que la justice coutumière s'arrête pour faire des pauses et donne des verdicts qui ne sont pas considérés par une partie au moins comme satisfaisants, il y a la justice étatique qui est mise en action. Et puis, dès qu'il y a une sorte de réconciliation à l'intérieur de la communauté rom par les actions de la justice rom, la justice étatique redevient impuissante parce que l'ensemble de la communauté se retire des rapports avec la justice étatique. Puis il y a une congruence des résultats escomptés. Le procureur a déclaré, je cite, « Ils ont tranché la situation à leur manière et ça a bien marché. Et alors ?» Donc finalement, la justice, ou une sorte de justice, a été faite, a été rendue. C'est une justice particulièrement liée aux mœurs de la communauté rom, mais quand même, maintenant, la paix sociale règne de nouveau, donc c'est tout à fait acceptable. Il y a une acceptation inavouée, mais tout à fait réelle, par la justice étatique de l'effectivité de la justice coutumière, parce que tout le monde est un peu content que les choses sont calmées après cette longue série de bagarres et d'incidents. Et puis, on peut même dire qu'il y a une primauté implicite de la justice coutumière, même dans un cas de violence, ce qui me détermine d'aller vers mes conclusions directes. Est-ce que ce cas-là est généralisable? Non, il est plutôt exceptionnel. Pourquoi? Parce que généralement, ce genre de rapport, on peut l'observer dans les cas civils, dans les cas où il n'y a pas vraiment de violence, où la police n'intervient pas tout en s'auto-saisissant, mais tout en étant peut-être saisie par des parties prenantes. Mais là, c'est un cas tout à fait exceptionnel, un cas de violence où on a connu une sorte de primauté de la justice traditionnelle, coutumière, par rapport à la justice étatique. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de ne pas remarquer la cécité des représentants de l'État. Cette absence de capacité de comprendre que finalement, il y a un intérêt d'étudier un système de droit qui, tant bien que mal, réussit à plusieurs reprises et dans plusieurs cas de figure, types de cas, à résoudre, à trancher des situations conflictuelles au lieu de la justice étatique. Là où la justice étatique semble être totalement impuissante, non pas parce qu'elle n'a pas les attributs de l'égalité, mais parce qu'elle n'a pas la légitimité, évidemment, parce qu'on a vu comment la communauté locale se rapporte par rapport aux institutions étatiques. Merci pour votre attention. Okay, so we're going to take a little turn,
and talk a little bit about the process of community-led research generally. And we're going to focus mainly on research buy-in with the Secwepemc, and talk really briefly about the Justice Project with a much smaller community, the Assiniboine-Winniwek Nation, and just talk about some of the best practices and learnings from the actual process of research, because that's going to become increasingly important. And I wanted to take 2 minutes to just speak to the human rights context, and Ghislaine, with much warmth and respect. You talked yesterday about one of the central quandaries of legal pluralism is what about the human rights when you're talking about practices that don't seem to accord with the ways the state sees things. And I think it's really important to acknowledge with justice, with land, with family, we are operating in a context where it appears on many levels Indigenous peoples are not able to have human rights respected by the state. There's gross injustices. And so we're not at a state in Canada where we have, it's easy to turn to a state justice system and you don't need to worry. The state's delivering services, the state's managing land in a good way. And Indigenous people want something different. It's really about conditions of vulnerability and lawlessness created by the state not respecting human rights. So I just wanted to say I think that's a central quandary when we're looking at Indigenous laws. Okay. So really briefly, just talking about the Indigenous Law Research Unit. The Indigenous Law Research Unit was developed by Val Napoleon, and I was the research director under her, with a goal of working with Indigenous communities and supporting work by Indigenous communities to rebuild and revitalize laws, to develop tools to access, understand, and apply Indigenous laws, and to create more respectful and symmetrical conversations between communities. And the sort of primary innovation was using a rigorous method. Oh, I'm not switching. Oh, okay. That's a human rights context in Canada. Oh. Good. Okay. And just having a systemic and rigorous research method with certain phases that could be applied to all sorts of different community-led research issues. So we won't go through those, but just acknowledging that it's there. So I'll turn it to you for. I'm going to flip this slide. I'm Multitasking. gonna turn this way. The Shuswap Nation Tribal Council partnered with University of Victoria Ilru Group unit. I think it was 2015. We did start another project prior to that, working with West Coast Environmental, and utilizing the methodology that Val has developed. The first project we had was in regards to child welfare, and in our language is Semamalt, our children. And from that, we learned immensely about process. And from that, we were directed by the Council of Elders to embark on a rediscovery of our laws in relation to lands and resources. And that was the second project that we worked on with UVic. And we engaged with the elders right from the beginning. They were the ones directing us on the work, and it was interesting. The one caveat I have to say about the entire work that we do with UVic is that we're missing the piece in the language. The stories that we used were readily available, translated into English from our original Secwepemc, our language. And I really believe that there's elements that are being lost in that translation. And so that was our caveat all along.
But we wanted to make sure that we shared the stories with as many of our people as we could. And because our language is on the verge of being lost, it was better to do it in English. And so it made it more accessible for peoples and families to relearn the stories. Oh, and the Tribal Council is a body that represents 9 Indian Act bands within our traditional territory. There's actually 17 Indian Act bands within our traditional territory. And I think the next slide shows, yeah, we're located in the central part of British Columbia on the west. Okay. And so briefly, another community that partnered with the Ilru for many years is the Assiniboine Nation. And this is a much smaller community, about 600 people in population. Actually, the opposite issue, where the majority of people over the age of 50's first language is Cree, and the majority of discussions occurred in Cree and needed to be translated for the outside researchers. And this is just a similar snapshot of their traditional lands and current land holdings in the Rocky Mountains. Actually, I think next door in a lot of ways to Secwepemc. Oh, yes. Okay, so what we're going to do is talk about in detail the Secwepemc Land and Resources Law project, and then show how it connected as well. As I mentioned earlier, the direction came from the Elders Council to do this research, and the question we posed was, how do people within the Secwepemc legal tradition manage, regulate, resolve disputes concerning lands and resources? So that was our research question that we started with. So we took the existing resources, being the stories, and we applied the methodology and taught people from the communities how to apply the methodology. We weren't just doing this from the top down. We were immersed in it with the people in the communities. The Ilru team spent a great deal of time in our communities, at our gatherings, meeting with people, and it was a very rich experience in that we brought the stories that we had access to these meetings, and just spontaneously someone in the room would come up with a story that they held in their family and share that with us and explain it to us and what it meant to them and their family, and how it taught them their values and guided them in their process. And I think one of the things generally in these community meetings is, because some of that work had been done beforehand and the stories had been approached respectfully and rigorously, it wasn't the same as a university person coming in and saying, tell me about your laws, or solve all the problems, you know, have some solution that's better than any solution that's ever been thought of. It was really those conversations that allowed people to connect and have those discussions and make their connections. Do you want to speak to them? Sure. So this research process is a iterative process. The researchers working with the research unit did a lot of prep work to be able to go in respectfully, to be able to go in having done the research and approaching a legal tradition as a complex legal tradition that there was a lot to learn about. And then there were these community conversations. The next part of this was going back to the community and having conversations with different groups. And I think it was the Elders Council, each individual participant that had given interviews or shared a story. The researchers went back, and Bonnie, I can see you in this picture. And asked the same groups, what do you think about this? Does this work? Does this make sense? This is what it looks like when it's all brought together.
So having that validation and having those conversations about the resource that was being developed, and this fancy sort of convoluted graph is an example of the different categories, looking at an analytical framework, looking at the issue of environmental or land, identifying different issues. And one of the most important parts that I think came out of this was identifying debates as well, which is obvious, but sometimes doesn't come as clearly, I think. And this method, and I think because of all the conversations, you're really able to see how people are balancing different rights within Secwepemc society, different obligations, different relationships. And just to add to that, one of the issues, and I think as researchers you probably all have confronted this, is when you come into the community members are really afraid of sharing information with you because they've been studied so much. In Indigenous communities, we've been studied to death, and nothing ever comes out of it, or so it feels, when approaching this. So I think it was really vital that I was involved in my own community. I have a good relationship with the people and the elders in particular, and they trusted me. And I was making sure when we did this project with UVic that they would continue to trust me when it was over, and that they had something. They asked for something. They asked for us to do this work on lands and resources, and we delivered that, and that would be that next slide. So, and the other thing is that they really enjoyed that that was important is the validation piece. When the researchers came in and they talked and we walked through the methodology together in groups and gatherings and different things, they spent a lot of time with us. But the validation piece is where I saw people really light up. They really enjoyed that. They personally felt validated because someone listened to them and accepted without question their viewpoints on the stories and their input into the whole project. They were very proud of the work, I think. It was good. And this, I mean, so in the end, there was, I think it says below, I think a 100-page report was developed. And so that it was a report that showed the complexity and nuance of this one area of Secwepemc law. Certainly wasn't complete, but had developed this, and this is an example of it. Looking at 30 stories, there were 10 focus groups in all to have those discussions, 24 voices. The report itself had 3 authors, 7 people that contributed, and you didn't have again just sort of a simple declaration of this is what Secwepemc law is. You had something that people could really take and use to apply that balancing issue that is law. And just similar, and this was really, the ILRU developed the report and handed it back with all the corrections and all the feedback from the community. And then you guys did this, eh? Just to develop this resource that's available online that everybody in the community can access clearly. So you have the summary, you have, I'm not switching there. Okay, I'm just going to turn this way. Okay, so this is what I was trying to show you. You had a case book, so as Bonnie said, having the stories available, so people were able to look at the cases that were used and the stories that were used. And do you want to talk to the glossary of terms? Oh, yeah. This just ties back into what I was talking about earlier about the language, and that was the caveat. Because throughout the research that we did and the work that we did with community members, certain terms came up in the language that we tried to include in a glossary, because we felt it was important to use our own language, because sometimes there's just not a word in English that will lend
to explain something. When we talk about the land, we talk about Timuk, different terms. So that's one of the pieces that the elders really wanted to see included in the work. And the phase 4, talking about this research method, is that implementation and application, and that really is in the Secwepemc hands. That's work that can be supported by the ILRU, but it's just gone in so many different directions based on what made sense for the tribal council. Maybe I can speak to Yeah. the Ajax. One of the ways that we did use this work was in an environmental assessment review of a mine just outside of our community of Kamloops. There was an application for, it's called Ajax Mine. It's an open pit mine, huge impact on the lands and resources. We tied in this work on lands and resources into the whole environmental review process. It became a lot larger. There was 2 communities involved. They spent days on a process of hearing witnesses. And Dr. Ron Ignace coined this term, walking on 2 legs, where you have one leg in the science world, in, the factual science, and then you have one leg in the traditional ways and our laws. And so what they did in these 2 communities is they took some of this work and put it into their environmental review process and made that part of the laws on how you manage lands and resources. And ultimately, they came to the decision that they were opposed to the mine because it was of the substantial impacts, and the mine actually did not go ahead. The government actually listened to us on that very unique process. Okay, let me skip this. And I think, so part of being community-led is moving to where community goals are. And so currently, the ILRU is partnered with the Tribal Council. I can't pronounce that. Okay. Working on roughly citizenship and belonging. So these projects moved. I mean, we began with child welfare, land and resources, the direction from the elders, and now moving towards citizenship. So again, that community direction where from the academic side, we're more interested in method and process and learning with communities, and the community is the lead of where this research is going. Really briefly, so I talked about the Assiniboine-Winniwek, a similar process where there's a movement for over a decade, moving from starting with child welfare, interest in justice and developing a justice process. They're also working on citizenship and governance right now, which I think leads to lessons learned. You have here a picture from a Secwepemc gathering that is an important part of that process, and the Assiniboine-Winniwek Nation borrowed that, learned from the Secwepemc best practices and said, this makes a lot of sense. We have different traditions, but we think these gatherings for belonging are a really important part of our process too. And I think, just really because we're out of time, I'm just talking about some of the lessons learned of these relationships and research relationships. Having things be community-led, the transparent methods, but also the multiple methods. So we have this very rigorous, what we call the ILRU method now, but learning law from language, different activities and land-based learning, things that are important. These methods work together and create a richer way of understanding things. Those tangible results. And I think the community engagement from youth to elders, just those conversations happening within communities is really that work of law
Giovanni. Thank you. D'abord, un très grand merci à chacun de vous pour votre autodiscipline. Vous aurez tous compris que je n'ai véritablement aucun pouvoir de sanction, donc votre coopération a été très appréciée. Nous allons ouvrir donc la période de questions. Je ne sais pas si je peux me promener avec le micro. Ça va? Donc, pendant que vous préparez vos questions pour l'ensemble de ces présentation très intéressante. Je vais user de mon pouvoir arbitraire pour entamer cette discussion. Tout d'abord, la question des droits fondamentaux, droits individuels a été évoquée donc par Adley, par Val Napoléon hier, également dans le cas des mariages forcés. Donc, je souhaitais avoir peut-être votre point de vue là, sur la manière dont cette question-là se présente dans vos travaux. Sergio, Mylène, Marie-Ève, je ne sais pas si vous aviez des éléments à nous partager sur cette question-là, ou Adley et Bonnie, si vous souhaitiez ajouter aussi sur cette question-là d'abord. What's the question? The human rights issue. You talked about it a little, but I was just wondering if this issue was presenting itself in your research project. Human rights and lands and resources. Well, I can... Ben, je peux peut-être me lancer. Alors, je pense qu'un peu à l'instar de ce que vient de dire Adley, les droits fondamentaux ou la violation des droits fondamentaux est le point de départ de notre projet de recherche à plusieurs égards. Donc, le fait, par exemple, que le droit à la sécurité des femmes et des hommes aussi, dans plusieurs cas, n'est pas assuré par le système de justice étatique en matière de résolution de conflits. Donc, la nécessité, le besoin d'agir dans ce sens, de se mobiliser, de développer des programmes plus autonomes, plus légitimes, justement, dans le but de répondre à ces violations de droits qui sont quotidiennes dans beaucoup de cas. Donc, d'un côté, de la perspective des personnes victimes de violences, donc beaucoup de violations de droits qui ne sont pas, auxquelles on ne répond pas présentement. Parce que d'un côté, le système de justice étatique finalement répond à très peu de cas de violence. Et de l'autre côté, il y a eu une neutralisation, une destruction de beaucoup des processus traditionnels de résolution de conflits, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de situations qui ne sont pas du tout prises en charge au sein des communautés. Donc, ce besoin, je pense, c'est la prémisse de départ du projet de recherche, mais aussi des violations de droits fondamentaux au sein du système de justice dans le traitement des personnes accusées, dans les taux d'incarcération effarants dont sont victimes les personnes autochtones. J'ajouterais juste un élément, c'est que vraiment, je pense que la question de la violation des droits fondamentaux, elle est souvent construite comme un frein à l'autonomie des peuples autochtones et notamment à leur capacité à appliquer et développer des systèmes de droit qui leur sont propres. Souvent parce que cette violation des droits fondamentaux, elle est construite comme étant liée en fait à soit l'anomie dans les communautés qui engendre de la violence, mais aussi, puis ça me fait penser un peu à l'intervention de mon collègue ici, que les coutumes ou les pratiques coutumières seraient elles-mêmes une menace potentielle aux droits fondamentaux garantis par des chartes. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant comme stratégie, là, comment on construit cette violation des droits fondamentaux selon des prismes différents.
Et je pense que nous, notre recherche a fait valoir que cette violation des droits fondamentaux qui est souvent construite comme inhérente à quelque chose qui serait dans les pratiques coutumières ou le droit coutumier, donc il faut le contenir parce que ça va à l'encontre des droits fondamentaux, eh bien, nous, on a fait valoir que cette violation des droits fondamentaux, elle est le fait aussi de structures étatiques. Oui, au moins dans le cas de la communauté rom, il est bien évident que nombre d'éléments du droit coutumier rom sont en opposition directe et totale avec les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, par exemple, et il y a beaucoup d'autres exemples de ce type. De l'autre côté, les sociétés européennes, je me risquerai, mais notamment les sociétés de l'Europe centrale et orientale, notamment là où il y a des communautés roms assez importantes, comme en Roumanie, comme en Hongrie, en Slovaquie, en Serbie, sont des sociétés fondamentalement racistes par rapport aux Roms. Donc si un racisme existe, ce racisme est un racisme anti-rom, est un racisme bâti à structurer à travers le temps, par rapport auquel la société majoritaire, l'État, trouve toutes sortes de raccourcis ou d'alibis afin de le justifier, juste pour le caser comme étant une sorte d'exception par rapport à la grande règle de l'égalité, de l'inclusion, et ainsi de suite. Et donc, il y a une sorte de violation des droits collectifs des Roms et des droits individuels des Roms qui sont discriminés par l'État à l'intérieur de la société. Et de l'autre côté, à cela, on répond d'une certaine façon par un système de droit coutumier qui ne correspond pas, qui n'a pas de mesure commune au sens des droits de l'homme moderne, qui est le droit coutumier rom. Entre ces deux systèmes-là, il y a parfois des clashs, parfois il y a des situations où cela s'accommode, comme Laura l'avait expliqué hier. Je ne crois pas vraiment qu'il y ait de solution globale pour résoudre ce problème, au sens où l'État n'a ni la volonté, ni la capacité, ni l'intérêt finalement d'homogénéiser d'une manière forcée l'ensemble du pays et de couper court à l'existence des formes d'organisation rom, dont le droit coutumier, parce que cela voudrait dire que toutes ces personnes-là auraient des droits finalement égaux par rapport aux autres citoyens, ce qui est vraiment problématique pour l'ensemble de la société roumaine, enfin des sociétés est-européennes, justement à cause de ce racisme bien basé dans le socle dur sociétal. Et donc, il y aura une poursuite de la même situation, à mon avis, un statu quo qui va perdurer et qui va marquer l'avenir avec des soubresauts, probablement avec des incidents de ce type qui montreront à quel point la situation n'a pas été prise en compte sérieusement. Sorry, I'm missing some of the translation, but I think just a couple things I wanted to say, and I'll speak work with Sinuichi-Winnuwik Nation because there was very little contact. They live in an isolated area, so one of the things when we did the Justice Project that the elders would say is, we handled all of this. I mean, humans are not perfect, and in every society, people do things that are harmful or create safety risks. And the elders would say, we dealt with this all. We can deal with this all today because 60 years ago, we didn't have RCMP up there, because in that community, they have living memory of living life without RCMP, of living life without courts. And so I think that's important to keep in mind, that there were aspects of Indigenous legal traditions that have been forcibly cut off, removed, and replaced. And then the other piece of it is the elders there, when they said they wanted a justice project, they were very clear. They said because it's more efficient, because it's more humane, because it
They didn't use the word human rights because their first language is Cree, and I'm not sure how you would translate that exactly, but they're saying upholding human dignity, respect, peace, healing. That was their goal, was a just and peaceful and healing community. And that was not what the Canadian justice system had been delivering for the last 60 years. In fact, quite the opposite. And when we start looking at Aboriginal justice systems, one of the comments somebody made to me is, you know, if we evaluated the Canadian criminal justice system based on the way we evaluate Aboriginal justice programs, their funding would have been cut. So. Thank you, merci. Monsieur Otis, j'ai une question. Oui, j'ai une question pour Marie-Ève et Mylène d'abord, et aussi une question pour Hadley et Bonnie. Dans la perspective de votre proposition de politique, est-ce que la mobilisation initiale des acteurs à Atikamekw, le Cercle d'aidants et le outreach et tout ça, est-ce que ce dispositif, est-ce que vous le qualifieriez de dispositif entièrement exo-étatique? C'est-à-dire que c'est un dispositif dont l'ancrage juridique est entièrement autonome. Il s'assoit sur le socle du système juridique autochtone Atikamekw. Il ne trouve aucune assise légale, formelle, sur le droit et dans le système canadien. Et ce n'est que lorsque il sera décidé de basculer éventuellement dans l'ordre étatique, si, bon, on fait le constat que ce dispositif n'aboutit pas à une solution jugée satisfaisante, là, on bascule dans un autre ordre juridique, un autre système juridique, qui serait le système juridique étatique. Voilà. Ça, c'est une question de pluraliste juridique qui essaie de comprendre les fondements voilà, des acteurs et des processus. Pour ce qui concerne Hadley, Bonnie, Bonnie, first I'd like to tell you that you used the phrase walking on two legs. I point out to you that the motto of this project is flying with two wings. I saw that yesterday. Which is exactly the same idea, isn't it? Yeah. But flying is really thrilling and exciting. Walking is good too, but I prefer flying. Now, the question I have is about methodology. You stated that the research question was regarding land and resources. In what way do the Secwepemc manage and regulate relationships with respect to land and resources? And you turned to stories to seek an answer to that question. My question is, why didn't you go on the field and observe real life processes and actors managing, regulating on a daily basis issues or relationships between humans and non-humans regarding land and resources? So that's my question. Why didn't you just go, instead of looking to stories, just go and see what people actually do on the ground, on day after day? I mean, Okay, thank you for that question. One of the restrictions that we have in our territory is the fact that we've been put on reserves. We don't have free access to our traditional territories, and the province of British Columbia asserts its jurisdiction on our traditional territories, and their laws interfere with ours. And so for us to go out onto the land and observe our people doing some activity, exercising our laws, is hindered by that asserted jurisdiction by British Columbia. One example I can give you is, you've probably heard about the wildfires in British Columbia. It's all one of the ways our people managed our lands was that we did burns. We intentionally burnt off the shrubs and the grass and things around where our village sites were so that we'd be protected from forest fires. And that was our law, and that was acceptable resource management. And that's something we haven't been able to do. And as a result, now we have a tremendous amount of wildfires in British Columbia.
D'accord, merci beaucoup. Je voudrais prolonger l'observation prolonger les développements qui ont été faits par Marie-Ève et puis les observations que l'on a eues il y a quelques instants. Quand on a évoqué la question des droits fondamentaux, en fait, et ça m'a fait repenser au colloque qu'on avait organisé à Bordeaux en 2014. Je pense qu'on est... Alors, bon, c'est le propos d'un constitutionnaliste statocentré qui s'exprime, mais voilà, l'objectif, c'est de confronter les points de vue. Je pense qu'on est ici au cœur de la problématique du pluralisme juridique, en réalité, et vos observations et vos contributions l'ont parfaitement montré. On est au cœur de la question qui vise à s'interroger sur la manière dont le cadre juridique national ou le système légal va admettre l'hypothèse d'une confrontation d'une règle de nature coutumière, d'une pratique, à un droit fondamental. C'est-à-dire que paradoxalement, comment peut-on admettre... C'est la question qui se pose dans une vision très unitaire du système juridique. Comment admettre qu'une règle coutumière qui, par essence, ne bénéficie pas d'une protection normative identique à celle d'un droit fondamental, puisse venir faire échec à un droit fondamental, ou au moins puisse entrer en relation avec ce droit fondamental. Je crois que là, on est sur un aspect particulier de la problématique qui me semble très intéressant, qui est la problématique de la limite à l'opposabilité des droits fondamentaux. On n'est pas sur la définition de la consistance d'un droit fondamental face à la coutume, on est sur cette zone grise qui est la zone dans laquelle il y a peut-être des hypothèses dans lesquelles les droits infra-étatiques, les droits coutumiers, les pratiques peuvent venir peuvent venir consolider, confronter, concrétiser davantage un droit fondamental. C'est la question de la limite à l'opposabilité des droits fondamentaux dans un système juridique. Et c'est finalement, je crois, ici, et vous l'avez montré pendant vos exposés et durant le cadre de ce programme, c'est la question de l'internormativité entre la coutume et le droit fondamental qui est posée. Mais poser la question de l'internormativité entre une coutume et un droit fondamental, c'est déjà admettre que cette internormativité existe. Or, encore une fois, dans des systèmes extrêmement statocentrés, la question est presque une question qui n'a pas à se poser, tant la protection constitutionnelle ou conventionnelle d'un droit fondamental va par principe faire échec, par principe, je dis bien, faire échec à une coutume. Donc, problème d'internormativité, problème de reconnaissance dans un ordre juridique donné de ce droit fondamental. Et finalement, ce qui est intéressant peut-être, c'est de dépasser la question de la normativité du droit fondamental et la normativité de la règle coutumière pour réfléchir davantage en termes d'interaction. Alors, je sais qu'hier, on disait finalement le terme de dialogue, c'est peut-être pas le meilleur. Alors, oui, moi, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut employer. Et si on réfléchit en termes d'internormativité, on réfléchit en termes de hiérarchie, nécessairement, et en termes de hiérarchie, la coutume perd. En revanche, si on réfléchit en termes d'interaction, alors là, ça permet peut-être de redéfinir les espaces de la normativité. Parce qu'à ce moment-là, on va confronter une pratique coutumière qui va interagir avec un droit fondamental, qui va venir enrichir un droit fondamental de niveau constitutionnel, sans pour autant lui faire échec, sans pour autant être en opposition. Donc il y a peut-être ici, dans cette zone grise que j'appelle la zone de limite à l'opposabilité des droits fondamentaux, liée à la confrontation avec la coutume, et avec les coutumes, des réflexions en termes d'interaction, en tous les cas, plus que d'internormativité entre les droits fondamentaux et la coutume. Mais sachez bien que c'est une question qui interpelle beaucoup le constitutionnaliste français qui est habitué, et européen, je pense, qui est habitué à un édifice juridique normatif bien ancré sur sa base et qui évite, pour différentes raisons historiques, sociologiques, culturelles et juridiques, de reconnaître toute forme de pluralisme.
Ça, c'était la première observation. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'était plutôt une réaction à tout ce que j'ai entendu. Puis la seconde observation, c'était plutôt une question concernant l'exposé sur la justice, l'articulation entre la justice rome et la justice nationale. Quelle est la tendance lourde de la justice nationale roumaine, finalement, à l'égard de la juridiction rome? C'est-à-dire, j'ai bien compris que là, qu'on était dans un cas exceptionnel, mais est-ce que finalement, la tendance, c'est plutôt de dire... Pour les juges roumains, bon, ok, je ferme les yeux, ça a l'air de bien fonctionner avec la justice rome, et au moins il y a une pacification du conflit, un règlement du différend, ou est-ce que là on est vraiment dans une hypothèse absolument exceptionnelle, et dans les autres cas, quand il y a des confrontations, on assiste à une reprise en main, j'allais dire, du contentieux par la justice institutionnelle roumaine? On n'a pas oublié. Qui répond? Allez-y. Mais allez-y, si vous voulez répondre. Alors, je réponds rapidement à Fabrice. Je crois que dans ma réponse, il y aura des éléments pour la première question, l'observation plus générale en non-juriste que je suis. Sans avoir quand même l'intérêt et la capacité d'appliquer les normes, y compris les normes constitutionnelles, ces normes constitutionnelles restent très, très théoriques. Et même pour le juge ou pour le décideur plus généralement, ces normes-là restent un registre de principes vagues, peut-être généreux, mais tout en sachant qu'on n'a pas vraiment la capacité de les mettre en place, de les appliquer à travers des institutions fortes, ces normes-là donnent immédiatement envie à des compromis. C'est au moins le cas de la Roumanie. Et c'est bien le cas, donc pour répondre à la deuxième question aussi, c'est bien le cas des rapports entre la justice étatique et la justice coutumière rome. En principe, il n'y a pas de justice coutumière rome, il y a une seule justice, la justice nationale étatique. De facto, par contre, on constate que c'est de plus en plus fréquent que les procureurs et les juges acceptent, même dans les motivations de leurs arrêts, des éléments liés à la manière de fonctionnement de la société rome. Même s'ils ne disent pas justice coutumière rome, stabor, ils disent que c'est ancré dans la culture locale. C'est une façon, les partis ont réussi à avoir gain de cause en négociant la solution, ainsi de suite. Et cette tendance est là depuis au moins une quinzaine d'années. On voit ce phénomène s'épanouir. Maintenant, à mon sens, c'est le seul cas de violence où on a cédé totalement par rapport à la justice coutumière. C'est-à-dire l'État s'est avéré impuissant, a reconnu son impuissance et a lâché la main totalement à la communauté de régler ses propres affaires. Et à cela, l'institution du médiateur social, il y a beaucoup de Roms qui sont médiateurs maintenant et qui sont parfois même aussi membres du Stamor, des juges de paix ou même chefs des Stabor, contribuent au développement d'une certaine intelligibilité des décisions prises par la justice coutumière rome. Même si officiellement, une fois de plus, il n'y a rien. Si on pose des questions, on obtient toujours la même réponse. Ça n'existe pas. Il y a l'État roumain, il y a la République. Vive le progrès. Mais voilà. Alors, on nous a informé d'une réponse courte. Alors, réponse à Ghislain, oui, c'est vrai que le fonctionnement qui est proposé, moi, je dirais, je ne sais pas si Marie-Ève serait d'accord, de dire que en termes de principes, ce sont des principes atikamekw qui sont dans cette politique, mais peut-être que c'est plus hybride en termes de structure, notamment parce que la police autochtone est intégrée à ce fonctionnement. Et bon, moi, j'y vais avec un point de vue un peu personnel sur la police autochtone. C'est très certainement une des structures qui freine le plus l'autonomisation des communautés dans la prise en charge de leur situation,
parce que, en dépit de ce qu'on a bien voulu construire, les polices autochtones ne sont pas des polices autonomes. Elles sont autonomes plutôt dans un sens de autogérées, donc elles ont le pouvoir de gérer des budgets insuffisants. C'est formidable. Mais en revanche, la police autochtone n'est pas une structure autonome, dans le cas présent à Atikamekw, mais bien une police autogérée avec des Atikamekw ou des Autochtones qui sont étroitement dépendants de l'État et qui appliquent d'ailleurs des normes qui ne sont pas Atikamekw puisqu'elles appliquent le code criminel. Donc voilà, je répondrai ça. Ben, je suis assez d'accord sur la question de l'hybridité des structures, d'autant plus qu'on peut penser que certaines de ces institutions Atikamekw ont été développées dans le cadre du développement du SIAA, qui se faisait par référence à des normes et un fonctionnement étatique. Donc, je pense qu'il y a eu certainement dans ce processus-là, pas une contamination, mais disons une hybridation des relations. Maintenant, il y a de la part des Atikamekw vraiment une volonté de résister et de donner une couleur Atikamekw à toutes ces institutions puis à ces processus-là. Puis ça me permet rapidement de dire que lorsqu'on a présenté la politique sur la violence familiale lors du forum communautaire Atikamekw en octobre dernier, il y avait plus de 125 personnes des 3 communautés qui s'étaient déplacées pour l'occasion. D'abord, c'était vraiment une ébauche. On est encore en train de la retravailler avec les gens. Puis dire comment, dans les commentaires qu'on a reçus, on a pu déceler cette volonté de résister à ce que cette politique soit justement trop étatique ou trop calquée sur des institutions québécoises. Comme par exemple, un des commentaires qu'on a reçus, c'est de ne pas l'appeler la politique sur la violence familiale, mais de l'appeler une politique sur le bien-être. De ne pas parler d'un dialogue sur la violence, mais de parler d'un dialogue sur la vie. Donc, vraiment, cette volonté de s'éloigner des catégories imposées par le droit étatique. Puis, un autre exemple, c'est de commentaires qu'on avait reçus, c'était d'intégrer davantage la politique avec le SIAA puis avec la politique sociale Atikamekw. Donc, vraiment, ce désir de s'éloigner des institutions puis des processus qui sont trop étatiques ou trop québécois. Un grand merci à vous tous et toutes. Donc, nous allons suspendre nos travaux pour 15 minutes. Oui, pour une pause.